Bonjour à tous, le Burkina Faso à l'école de la Côte d'Ivoire. Le pays est venu s'inspirer de l'expérience ivoirienne pour la réussite de la conférence des bailleurs qu'il initie pour le financement de son plan national de développement économique et social. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a officiellement remis son rapport d'activité 2015 au chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a promis plus de moyens à l'institution. Journée mondiale de la pneumonie, une infection des poumons causée le plus souvent par un virus ou une bactérie. Elle est contagieuse. La pneumonie désigne en fait des infections très diverses qui causent 15% des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1 ce samedi 12 novembre. En visite officielle en Côte d'Ivoire, le Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kabatieba, a été reçu hier par le président Alassane Ouattara. Les deux personnalités ont passé en revue les différents domaines de la coopération ivoiro-burkinabé. Il a aussi été question de la conférence des bailleurs de fonds sur le financement du plan national de développement économique et social du Burkina Faso de décembre prochain. Tijanaïma. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan conduisait son homologue du Burkina Faso, Paul Kabatieba, à cette audience avec le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Si les échanges ont porté sur les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, relations à nouveau au beau fixe, le Premier ministre burkinabé a sollicité de la part de son gouvernement l'appui du président de la République Alassane Ouattara pour la réussite de la conférence des bailleurs que le gouvernement burkinabé va organiser au mois de décembre à Paris pour le financement de son plan national de développement. Nous avons échangé naturellement sur les relations amicales et fraternelles entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et je lui ai transmis donc les salutations fraternelles de son jeune frère et homologue le président du Faso, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré. Et nous avons également échangé sur le renforcement des liens d'amitié, des liens de solidarité, des liens de fraternité. Nous avons échangé sur les voies et moyens pour dynamiser, renforcer ce cadre d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Et je fais part donc au président Alassane Ouattara de la volonté du Burkina Faso d'organiser bientôt à Paris une conférence des bailleurs de fonds, enfin ça s'appelle exactement une conférence des partenaires du Burkina Faso pour le financement du plan national de développement économique et social. Et cette conférence aura lieu le 7 et 8 décembre à Paris. Bien entendu, j'ai profité pour demander à son Excellence, Monsieur le Président, ses conseils avisés et puis ses avis sur la meilleure façon d'organiser cette conférence. Il m'a donné des conseils intéressants et également il m'a assuré donc du soutien de la Côte d'Ivoire et de son soutien personnel pour l'organisation et le succès de cette conférence. Une nouvelle preuve de la coopération désormais tous azimuts entre Abidjan et Ouagadougou. La Commission nationale des droits de l'homme a remis officiellement son rapport au chef de l'État. Le rapport de l'année 2015 sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. L'institution est de plus en plus sollicitée par les Ivoiriens. Elle a demandé des moyens additionnels au chef de l'État. Bijanaïma. Avant de rendre public le rapport 2015 de la Commission nationale des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, la présidente de la commission, Sangaré Namizata, et son équipe sont venus ce vendredi remettre officiellement, ainsi que le prévoit la loi, copie de ce rapport au président de la République au palais présidentiel. Présents à cette audience aux côtés du président de la République, les ministres Paulette Badjo-Ezouou des droits de l'homme et des libertés publiques, Marietou Koné de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Sansan Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Dans son intervention, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire a relevé que le cadre sociopolitique et juridique national est favorable au respect des droits de l'homme. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous rendre hommage pour la stabilité retrouvée de notre beau pays
et pour votre engagement personnel dans le renforcement de l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Cette vitalité se traduit également sur le plan diplomatique, par le retour gagnant de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale depuis votre premier mandat. Notre pays, désormais, a une voix admise, estimée et qui compte au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, où il siège depuis 3 ans. Concernant la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2015, objet de ce rapport, la Commission nationale des droits de l'homme relève plusieurs phénomènes de banditisme au cours de l'année 2015 et déplore par ailleurs la répétition des grèves en milieu scolaire et universitaire qui portent atteinte au droit à l'éducation. Le président de la République, qui a fait montre d'une écoute attentive, a félicité la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire pour sa contribution au plan national et en particulier en ce qui concerne les processus de rédaction de la nouvelle Constitution. Il s'est dit attentif aux critiques formulées par le rapport. Je voudrais féliciter Madame la Présidente, tous les membres de la Commission et vous dire que ce rapport est un rapport de qualité puisque mon cabinet m'en a donné quelques éléments et dire à quel point le gouvernement attache une importance capitale à votre analyse et à vos recommandations. Je note vos observations concernant les questions des coupeurs de route. Nous sommes très préoccupés par cela. Et cela, malheureusement, c'est le résultat de la crise que le pays a vécue pendant 10 ans. Il y a eu trop de personnes en armes dans ce pays qui ne devaient pas l'avoir. Et malheureusement, il en reste encore quelques-uns qui ont décidé d'utiliser comme métier ces activités de coupeurs de route. Nous sommes en train de maîtriser cela. Je me souviens, en 2012, nous avions pratiquement 10 cas, sinon plus, de coupeurs de route par semaine. Maintenant, nous en avons 2 ou 3, quelquefois même pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un progrès considérable. Vous avez mentionné la question des grèves. Et je suis entièrement d'accord que ces grèves, notamment quand elles sont illégales, intempestives, sont une violation de nos droits. Parce que tout de même, c'est un droit fondamental d'avoir à envoyer nos enfants à l'école, de leur donner une instruction. Et quand des enseignants ou des fonctionnaires se lèvent comme ça, sans suivre les procédures légales pour aller en grève, cela est totalement inadmissible. Et bien sûr, la loi sera appliquée de manière intégrale et sans exception, comme je l'avais d'ailleurs annoncé déjà le 1er mai 2015. Et donc, les uns et les autres ont le droit de grève, mais il faut suivre les procédures définies par la loi et ceci a été bien établi. Et je m'en souviens que c'était quand j'étais Premier ministre, en 1992, que nous avons défini ensemble avec les syndicats le droit et les procédures à suivre pour aller en grève. La Commission nationale des droits de l'homme voit son audience grandir de plus en plus au sein de la population. Le nombre de requêtes qui lui sont adressées est passé de 74 requêtes en 2015 à 244 requêtes en 2016. Face à sa demande d'un renforcement de ses capacités opérationnelles, le président de la République a donné son total accord. Je vous donne à présent lecture d'un communiqué au sujet du dépôt des dossiers de candidature pour l'élection des députés. La Commission électorale indépendante CEI porte à la connaissance de la communauté nationale que pour la réception des candidatures à l'élection des députés de l'Assemblée nationale, ces guichets seront ouverts le mardi 15 novembre 2016, jour férié, aux heures habituelles. Elle insiste auprès de tous que la réception des candidatures prendra effectivement fin le jeudi 17 novembre 2016 à 17h, délai de rigueur. La Commission électorale indépendante compte sur le civisme et l'esprit de discipline de tous. Parlons salubrité, les communes du Plateau dans le district d'Abidjan et du Niablé dans la région de Landénié-Douablin, lauréate du prix d'excellence de la commune la plus propre de Côte d'Ivoire. Le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement les a récompensés. Chantal Akanda. Récompense de Niablé et du Plateau, classés respectivement 2e et 3e du prix d'excellence de la commune la plus propre de Côte d'Ivoire. Ces 2 communes ont répondu aux 18 critères de sélection édictés par le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement.
Elles ont été célébrées et ont reçu chacune un trophée, un diplôme d'honneur et un chèque. L'innovation, c'est que nous avons invité nos populations à ne pas sortir les ordures de façon désordonnée, mais seulement que les jours où les camions sont chargés de passer pour faire donc, le ramassage. Nous pensons que toute politique de salubrité sur le plan national, nous avons des idées, nous avons apporté notre touche et nous promettons que l'année prochaine, nous serons les meilleurs. Nous sommes très heureux qu'à l'occasion de ce prix d'excellence, 3 communes soient distinguées pour leur action résolue vers la propreté. Et nous invitons l'ensemble des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'ensemble de nos concitoyens, à avoir des réflexes de propreté. Parce que la propreté sera la caractéristique de l'Ivoirien nouveau. À travers cette action, la ministre Anne-Désirée Ouloto invite les autres communes à s'inspirer de l'exemple de ces communes lauréates. Niablé a réussi à se faire remarquer positivement. Le plateau, au cœur du district d'Abidjan, a réussi à se faire remarquer positivement. Je suis tentée de poser la question aux autres communes. Qui dit mieux? Qui dit mieux pour l'édition 2017? En plus des prix reçus, la commune de Niablé est repartie avec du matériel de salubrité d'une valeur de 7 millions de francs CFA. La ville de Korogo, lauréate nationale, a été récompensée le 6 août dernier lors de la cérémonie officielle du prix d'excellence de l'édition 2016. Les lauréats des 2e et 3e prix d'excellence 2016 dans les catégories meilleurs promoteurs immobiliers et meilleurs syndicats de copropriétaires ont eux aussi été récompensés. Ces acteurs de la vie socio-économique et administrative ont fait preuve d'exemplarité dans leur domaine d'activité. Ils ont été invités à maintenir le cap, notant que les premiers prix ont été remis le 6 août dernier par le chef de l'État. Journée mondiale de la pneumonie ce 12 novembre. Cette maladie respiratoire est la 2e cause d'hospitalisation et aussi de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. L'association Graines Ivoire et Santé a mené une marche sportive de 6 km, histoire de sensibiliser pour faire reculer les infections respiratoires aiguës. La pneumonie est contagieuse, elle peut s'avérer grave chez les sujets fragiles. Elle est la cause de 15% des décès des enfants de moins de 5 ans. Comment reconnaître la pneumonie, comment la soigner et quel impact l'environnement peut avoir sur la pneumonie? Astou Touré nous fait ici le point de cette maladie. Une fièvre aiguë, des frissons, douleurs thoraciques, toux, essoufflement, augmentation de la fréquence du battement du cœur et de la respiration. Voilà quelques symptômes de la pneumonie. La pneumonie, c'est une infection du poumon. Elle fait partie d'un type d'infection qu'on appelle les infections respiratoires basses, qui sont des infections qui sont reconnues très importantes dans le monde par l'OMS et qui sont la première cause de décès dans le monde. La pneumonie fait partie des infections respiratoires les plus fréquentes. C'est une infection qui touche les poumons et précisément les voies aériennes inférieures. Elle peut exister sous plusieurs formes. Il y a les pneumonies bactériennes, c'est-à-dire que causées par les bactéries, c'est les plus fréquentes. Et puis il y a les pneumonies virales, c'est causé par les virus. Et puis il y a d'autres causées par les mycoses et les parasites. Contagieuse, la pneumonie peut s'avérer grave, en particulier chez les sujets ayant une dépendance à l'alcool ou au tabac. Aussi les personnes fragiles, notamment les enfants de moins d'1 an et les personnes âgées de plus de 65 ans. Il toussait, et puis quand il toussait, mes 2 côtés me faisaient mal. Il ne savait pas que le tabac faisait ça. Lorsqu'elle tousse, elle appuie dedans, et puis elle n'arrive pas bien à respirer. Mais maintenant qu'ils ont fait les soins, je pense que ça va un peu. Vous avez plus jeune jusqu'à 5 ans, jusqu'à 10 ans, vous avez beaucoup plus la maladie parce qu'on se suppose que les enfants ont un système immunitaire qui n'est pas bien, qui est fragilisé. Donc ils sont encore faibles, ce n'est pas bien développé, donc ils peuvent faire la maladie. Alors que les sujets âgés aussi, compte tenu de l'âge, ils deviennent plus faibles. Donc ils prennent facilement des microbes et donc peuvent faire la maladie. La pneumonie est mortelle et l'incidence de cette maladie connaît une hausse de novembre à janvier. On voit le temps qui change, on a l'harmattan qui se précise et c'est dans ce moment, dans cette période de l'année qu'on observe beaucoup de grippe ou d'infections virales. Donc généralement les pneumonies à l'occasion de ces grippes ou des infections virales là, sont la porte d'entrée du microbe pour aller se loger au niveau du parenchyme pulmonaire si rien n'est fait
quand le patient commence à présenter sa grippe ou son rhume. Les centres de santé secondaires, et il ressort que les pathologies respiratoires, donc les infections respiratoires, viennent en deuxième position après le paludisme. Ces infections respiratoires causent environ 10 millions de décès par an dans le monde. Comment traite-t-on cette pathologie? Il y a des vaccins qui sont efficaces, qui sont disponibles sur le marché, notamment le vaccin contre le pneumocoque et le vaccin contre le virus de la grippe, qui permettent déjà de réduire la gravité de l'infection. Et puis, quand le sujet vient vite à l'hôpital, vient tôt à l'hôpital, les médecins le prennent en charge avec un traitement antibiotique et des traitements, des mesures adjuvantes qui permettent généralement de bien régler le problème de cette pneumonie. Donc la radio est un élément important qui permet de faire le diagnostic. Et si le traitement n'est pas précoce, si le traitement n'est pas immédiat, le risque de mortalité est élevé. En Côte d'Ivoire, le vaccin contre le pneumocoque est introduit dans le programme élargi de vaccination PEV pour les enfants de moins de 2 ans depuis janvier 2015, en plus du pneumo 23 qui existait déjà. Chez les personnes à risque, notamment les personnes âgées de plus de 65 ans, il est possible d'avoir recours à un vaccin contre la pneumonie. Nous avons, pour ce qui concerne le pneumocoque, 2 types de vaccins. Un des vaccins qu'on appelle le pneumo 23, et qui est classiquement connu et qui est utilisé chez l'adulte ou chez l'enfant à partir de 2 ans. Nous avons un deuxième vaccin qui concerne vraiment le nourrisson, le tout jeune enfant, et qui est le PCV13. Et donc, lui, il est efficace dès disons, les premiers moments de la naissance. Pour que tout le monde comprenne, il est utilisé à 1 mois et demi, 1 mois et demi, 2 mois et demi et à 3 mois et demi. Les vaccins contre cette maladie respiratoire sont gratuits. L'État et les partenaires donc, du ministère de la Santé mettent à disposition ces 2 types de vaccins. PCV13 et l'hémophilus influenzae B sont disponibles dans tous les centres de santé. Les parents doivent faire en sorte que les enfants puissent être vaccinés. Au CHU de Cocody, la pneumonie est la 2e cause d'hospitalisation après la tuberculose. La radio Fréquence 2 a 25 années d'existence, 25 ans au service des auditeurs de la 92.0. L'événement n'est pas passé sous silence. Une journée porte ouverte a été organisée hier vendredi à l'intention des fans venus nombreux pour fêter les 25 ans de Fréquence 2. Malika Koulibaly. Gaieté, chaleur et ambiance. 25 ans après sa création, Fréquence 2 n'a pas changé. Et les souvenirs de cette radio qui a vu le jour en 1991 est encore vivace dans l'esprit de ses fans qui sont venus de toute la Côte d'Ivoire pour célébrer leurs médias préférés. Mon amour pour la radio Fréquence 2 est né depuis le temps d'Alassane Ouattara. Je souhaite que du bonheur à Fréquence 2. Je voudrais aussi que Fréquence 2 vraiment ait encore les idées. Sa notoriété, Fréquence 2 la doit à des noms comme Biram Diawara, Konsti, Eka, Kadendao et bien d'autres. Aujourd'hui encore, des hommes et femmes continuent d'œuvrer pour que la flamme ne s'éteigne pas. Tant que j'aurai le micro à Fréquence 2, je ferai tout pour satisfaire les auditeurs parce que, comme j'aime à le dire, nos premiers patrons sont les auditeurs. Sans les auditeurs, il n'y aura pas de Kunta Madère. Sans les auditeurs, il n'y aura pas de Fréquence 2. 25 ans et un beau parcours. Avec la floraison des radios en Côte d'Ivoire, Fréquence 2 continue de résister. Ses responsables ambitionnent même de gagner du terrain. Des programmes attrayants, des animateurs de talent, nous en avons. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le paysage audiovisuel, nous avons connu quelques difficultés en termes de positionnement et en termes de part de marché. La lutte aujourd'hui, c'est reconquérir donc tout le territoire ivoirien. Nous avons des avantages non négligeables. Nous sommes, je pense, la seule FM en Côte d'Ivoire à couvrir la Côte d'Ivoire. Les 25 ans de Fréquence 2, c'était outre cette journée porte ouverte des émissions grand public décentralisées en direct comme ici à la place CP1 de Yopougon. Dans le domaine de la radio et bien au-delà, le monde de la communication renferme de nombreux corps de métier. L'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique, a donc décidé de les faire connaître à l'occasion des journées carrières de la communication. Un espace d'échange, de rencontres et de partage, officiellement ouvert cette année par la ministre de la Communication, Franck Wadio.
Les métiers de la communication, vaste champ de possibilités, mais peu d'informations au final. Ce nouveau bachelier est venu aux premières journées carrière de la communication mieux s'imprégner de la réalité. J'ai fait ma préinscription en communication et j'aimerais avoir des informations pour pouvoir m'orienter dans ce domaine. Des journées carrière de la communication, l'idée est partie d'un constat, la nécessité de favoriser une meilleure adéquation formation-apprentissage. Il était temps de venir à créer un carrefour, donc une plateforme de rencontre qui met en contact étudiants aspirants à la communication et professionnels. Une aubaine pour les responsables d'établissements, les offres de formation en matière de communication de plus en plus diversifiées. Les jeunes avec des smartphones, ils balancent des informations, donc il faut pouvoir les éduquer pour qu'ils donnent de bonnes informations. Les journées carrières de la communication, l'idée à l'adhésion des Nations Unies à travers l'UNESCO Côte d'Ivoire, mais aussi de la tutelle, la communication, un secteur appelé à répondre à la question de l'emploi des jeunes. Le secteur de la communication et de l'information doit, plus que par le passé, participer à la résorption du chômage de la jeunesse ivoirienne qui demeure, bien entendu, l'une des priorités de la politique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Les journées carrières prennent fin le samedi 12 novembre. Des panels et autres forums d'échange sont, entre autres activités inscrites au programme. Dans le domaine de l'économie, un accord régional donne un libre accès aux produits de 15 pays d'Afrique de l'Ouest au marché intérieur européen. Pour la mise en œuvre réussie de cet accord dont elle fait partie, la Côte d'Ivoire élabore sa stratégie et son plan d'action. Justine Saïdike. La Côte d'Ivoire, engagée pour la mise en œuvre réussie et profitable de l'accord de partenariat économique régional entre les 15 États de l'Afrique de l'Ouest plus la Mauritanie et l'Union européenne a, à travers sa commission nationale APE, arrêté 10 actions à mener. Ces actions portent entre autres sur le renforcement de la gouvernance nationale de l'accord, la mise en œuvre des réformes et disciplines issues de l'accord, la promotion et la prospérité des entreprises. Le plan d'action 2017-2020 pour la mise en œuvre de l'APE régional en vue de l'atteinte de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020, qui fait l'objet de cette rencontre, accorde une place de choix au secteur privé, moteur de l'économie ivoirienne. Et qui dit économie, dit dans le monde d'aujourd'hui secteur privé. C'est pour ça que le secteur privé se sent impliqué dans ce processus, parce que les résolutions, les recommandations, tout ce qui découlera des accords aura un impact sur la vie du secteur privé. Rappelons que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont conclu chacun un APE intérimaire avec l'Union européenne. Celui de la Côte d'Ivoire, signé le 26 novembre 2008, donne un libre accès des produits ivoiriens au marché européen. Seuls la Gambie et le Nigeria n'ont pas encore signé l'APE régional. Une fois signé par tous, l'accord régional pourra être ratifié par chaque pays et ainsi se substituer aux accords intérimaires du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Le Conseil national du dialogue social fait des recommandations pour le dialogue employeur-travailleur. Chaque fois qu'il est saisi par l'une des parties, la priorité est la même, privilégier le dialogue pour résoudre les conflits. Gabriel Zani. Depuis sa rentrée solennelle en juillet dernier, le CNDS, le Conseil national du dialogue social, n'a pas chômé. Le Conseil a planché sur des sujets délicats. Les dossiers de la FESACI, de Sucre Ivoire, de l'IGTCI, du CIPEP-ENS, de la réforme sur le régime des retraites, pour ne citer que ceux-là, sont encore en cours d'examen dans les différentes commissions du Conseil national du dialogue social. À la première session de l'institution tenue à la maison de l'entreprise, le président du Conseil, face à l'urgence de la situation sociale actuelle, fait des recommandations. Il s'agit de faire en sorte que le front social, pour qu'il baisse, que les partis reviennent au dialogue. Nous sommes convaincus que dans le dialogue, il y a des solutions. Mais il faut éviter de faire en sorte que le dialogue soit rompu. Tant qu'on n'a pas examiné les points de revendication. Donc pour nous, autant nous invitons les travailleurs à la retenue et à la responsabilité. Mais il faut que de l'autre côté, l'État leur tende à nouveau la main
pour qu'ils reviennent à la table de négociation. Le CNDS a offert ses services pour faire en sorte que ce dialogue se déroule dans une ambiance apaisée. Les parties impliquées dans les conflits dont a été saisi le Conseil doivent trouver impérativement un consensus. Le dialogue n'est pas un plus, c'est un absolu pour Bernard Ndoumbi. Le Conseil a aussi, durant ces 5 jours de travaux, adopté son plan d'action et son budget 2017. Un budget qui se lève à plus de 500 millions de francs CFA. Direction Kédio-Babré, village de Gagnoa dans la région du Gor, un village qui a investi son 6e chef. Lors de son installation officielle, il a dit faire de la culture de la paix et du vivre ensemble une priorité absolue. Thérèse Yoboué. Technicien des travaux publics à la retraite, 63 ans, Aimé Zagbayou est le nouveau chef du village de Kédio-Babré, une localité devenue par l'urbanisation croissante un quartier de Gagnoa. C'est le préfet de la région du Gor, Rémi Nzinkanga, qui lui a remis officiellement son arrêté. Invité spécial de cette cérémonie, Aïchatou Mindaoundou, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui a vu la participation de nombreux cadres de la région. La présidente de l'Association des femmes juristes a salué le rôle important que joue le chef en sa qualité de garant de la paix sociale, de la cohésion, à travers sa maîtrise interethnique concernant les différentes populations résidant dans sa localité. Le président du conseil régional a lui salué l'action de réconciliation et de cohésion sociale menée par l'ONUCI et Aïchatou Mindaoundou en faveur de la paix avec la dernière crise survenue à Bayouta. Le ministre des Eaux et Forêts, Louis-André Dakouri Tablé, parrain de la cérémonie, a exhorté le nouveau chef à maintenir la cohésion et à se démarquer de l'esprit partisan pour une sérénité dans le village. Le Conseil national de sécurité met progressivement en place sa stratégie de prévention de conflits entre populations et forces de sécurité. Un comité a été installé grâce au soutien financier et technique du PNUD. Son rôle, jouer de transmission entre forces de l'ordre et population pour une meilleure protection des personnes et des biens dans la région de Gbeke. Soro Corona et Kwadio Kwame. La ville de Bouaké a désormais son comité de prévention des conflits entre les forces de sécurité et les populations civiles. Comité qui jouera le rôle de courroie de transmission entre les forces de l'ordre et les populations pour une meilleure protection des personnes et des biens dans la région de Gbeke. La mise en place de cette cellule de concertation et d'échange découle de la volonté du président de la République de créer un état de droit pour un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Mise en œuvre par le Conseil national de sécurité, le comité de prévention des conflits viendra également briser le mur de méfiance entre forces de sécurité et populations civiles. Pour une nouvelle collaboration entre les corps habillés et la population, des rencontres sportives ont été organisées. Les cahiers de charges seront mis à la disposition de ces différents comités qui seront mis en place à travers tout le pays. Et un certain suivi sera assuré. Nous, on peut s'approcher d'eux pour leur dire certaines choses, ou ils peuvent s'approcher de nous pour dire certaines choses. Je crois qu'à la suite de ça, là, on pourrait s'entendre pour pouvoir veiller sur la ville de Bouaké. Ce rapprochement des forces de l'ordre avec la population a eu le soutien technique et financier du PNUD. Le caractère pilote de l'activité est une réussite. La mise en place d'un cadre de concertation éthique qui permettra non seulement aux forces de sécurité, mais aussi à la société civile et aux populations de se frotter entre elles pour qu'elles échangent sur leur avenir sécuritaire. Ces comités pilotes de prévention de conflits entre les forces de l'ordre et les populations seront installés dans 4 régions du pays. Un an après les attentats du 13 novembre, la France entame un week-end de commémoration. 90 morts et des centaines de blessés au Bataclan qui rouvre aujourd'hui samedi avec un concert du chanteur britannique Sting. Et demain dimanche 13 novembre, le président François Hollande va se rendre sur tous les lieux touchés il y a un an. Des plaques seront apposées devant chaque établissement. Rappelons que les attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis ont fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés, revendiqués par l'organisation État islamique.
Aux États-Unis, Donald Trump ne veut plus supprimer la politique de santé de Barack Obama, l'Obamacare, comme annoncé pendant sa campagne. Il affirme vouloir désormais se contenter de l'amender. Le président élu des États-Unis a par ailleurs remanié son équipe de transition 3 jours après son élection. En sport football, pour terminer, la Côte d'Ivoire rencontre aujourd'hui le Maroc pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Hier, la Tunisie a battu la Libye 1-0 grâce à un penalty. Les Aigles de Carthage remportent leur 2e succès en 2 matchs et prennent provisoirement la tête du groupe A. Voilà pour ce journal. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous sur RTI1.